Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Jane Austen. Je m'appelle Mathilde et suis une fan inconditionnelle de Jane Austen, mais surtout, soyons honnêtes, de son œuvre romanesque. Ce podcast a donc pour objectif de parler de ces deux sujets, d'Austen et de son œuvre, sans prétention, mais en abordant quand même des sujets que j'espère assez profonds et intéressants. D'où le sujet de ce premier épisode, Jane Austen était-elle féministe ? Je voudrais d'abord parler un peu de moi. Sans faire l'historique de mon addiction à son œuvre, j'ai découvert Jane Austen il y a un peu plus de 3 ans avec, comme beaucoup d'entre nous j'en suis sûre, le film Orgueil et préjugés qui est sorti en 2005 et qui a été réalisé par Joe Wright avec Keira Knightley et Matthew Macfadyen, le fameux Matthew Macfadyen. Mon amie Lucie, que je ne remercierai jamais assez et qui m'a montré ce film, m'a alors initiée et placée sur le pas de la porte de la demeure chatoyante des romans d'Austen. Depuis, j'ai lu beaucoup, je me suis renseignée, j'ai appris et j'entame aujourd'hui ce concept de podcast en espérant partager ma passion avec d'autres personnes qui la partagent également. En effet, mes amis ne sont pas très portés sur Jane Austen et je me sens parfois seule à parler dans le vide. Du coup, j'entame ce concept et je parle toujours dans le vide mais à un micro maintenant. Trêve d'introduction, nous allons aujourd'hui parler de Jane Austen, de ses romans et de leurs éventuelles intentions politiques. Quelles intentions politiques, pourriez-vous me rétorquer ? Bon, d'abord, je vous demanderai de ne pas m'interrompre en plein podcast, et on va justement essayer de discerner si elle en existe. Je vous préviens d'emblée, je suis d'avis que les romans d'Austen sont plus que des romances, et si vous n'êtes pas du même avis que moi, je m'efforcerai de vous convaincre. Mais dans tous les cas, ici est un espace où l'on discute du génie littéraire et satirique d'Austen. Comprenez-moi, j'adore les romances et je pense y consacrer un épisode entier. Et donc, quand je dis que les romans de Jane Austen sont plus que des romances, ce n'est pas pour dire qu'ils sont mieux que des romances. Seulement qu'ils parlent de beaucoup d'autres choses, notamment de classe sociale, de devoirs, de problèmes familiaux et tout de même de la condition féminine. Bon, ce podcast est plutôt orienté pour les personnes qui connaissent l'œuvre de Jane Austen et connaissent un peu sa vie. Mais je vais vous faire un petit point biographique pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant des conditions de la vie de Jane Austen et en quoi est-ce qu'elles ont pu influencer son œuvre. Elle est née en 1775 et a écrit ses œuvres entre les années 1790 et son décès en 1817. Elle a vécu le plus clair de sa vie dans la campagne anglaise, à l'époque qu'on désigne comme la Régence. Pour celles et ceux que ça intéresse, la Régence, c'est une petite période juste avant l'ère victorienne au Royaume-Uni. Et c'est aussi la période à laquelle se passe la série Bridgerton, si vous avez regardé. Vous pouvez imaginer qu'il ne s'agit pas des conditions idéales pour se construire une conscience politique, d'autant que son père était pasteur, aux croyances donc assez conservatrices. Mais son père, justement, est celui qui la pousse à s'éduquer, et toute sa famille l'encourage dans son activité d'écrivaine d'ailleurs. En effet, à l'époque, il n'est pas forcément évident pour une femme de cultiver son intellect, et pourtant, Austen nous a fourni 7 romans achevés et d'autres écrits qui, loin de tomber dans l'oubli, sont encore aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre de la littérature britannique. Sur les quatrièmes de couverture de beaucoup d'éditions de ces romans, vous pourrez trouver des épithètes telles que féministe ou progressiste qui désignent Austen. Mais en tant que lectrice assidue d'Austen et de littérature féministe, je me suis immanquablement posé la question. L'était-elle ? On va essayer d'explorer des pistes de réflexion dans cet épisode pour discerner si c'était le cas ou non. En tout cas, je vais essayer de vous donner mon opinion sur la question de manière la plus éclairée possible. Durant tout l'épisode, je vais utiliser le terme féministe au sens le plus littéral du terme, afin d'éviter de le rendre trop politique, parce que c'est pas mon objectif. Il existe beaucoup de féminisme et je ne souhaite pas compliquer un sujet qu'il est déjà en essayant de parler de trop de choses en même temps. On va essayer de rester simple. Pour des raisons de cohérence temporelle, nous nous en tiendrons donc à la première vague de féminisme, ayant commencé à la fin du XIXe siècle, le combat pour l'égalité des droits civiques et légaux. Ce n'est pas avant les années 1870 que les termes féminisme et féministe sont utilisés tels qu'on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire comme un courant de pensée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Notre autrice étant décédée en 1817, il serait anachronique de la désigner comme telle. Qu'était pour elle l'égalité homme-femme ?
était-elle même envisageable à l'époque de la Régence? En réalité, le siècle des Lumières abonde en théories féministes. La figure la plus importante du mouvement féministe des Lumières au Royaume-Uni est Mary Wollstonecraft. Margaret Kirkham, dans son livre Jane Austen, Feminism and Fiction, un ouvrage sur lequel est basé une bonne partie de cet épisode, résume les idées de Wollstonecraft en expliquant qu'elle croyait que les femmes partageaient la même nature morale que les hommes. Et c'est pour cela qu'elles devraient également partager avec eux le même statut moral et exercer les mêmes responsabilités qu'eux. Il conviendrait ainsi que les femmes goûtent aux mêmes conséquences à leurs actes que les hommes. En résumé, qu'elles soient les égales moralement et administrativement des hommes. C'est-à-dire que c'est pas seulement que les femmes sont aussi intelligentes et ont les mêmes droits, mais ça veut aussi dire que les femmes sont considérées comme des êtres humains à part entière qui méritent d'être également punies de la même façon. Kirkham, toujours, affirme qu'elle est persuadée qu'Austen a lu Wollstonecraft, notamment parce que leurs idées se rapprochent. Et en effet, on constate ces revendications dans son œuvre. Je trouve qu'il suffit de regarder les héroïnes d'Austen pour être convaincu. En effet, elles ont changé la littérature anglaise en profondeur, ouvrant la porte à tant d'autres héroïnes inspirantes et fortes. Et encore aujourd'hui, une Elizabeth Bennet, dans Orgueil et Préjugés, ou une Emma Woodhouse, le personnage principal du livre Emma, résonnent auprès de nous. Nous nous identifions à elles, voire même les prenons en modèle. Moi, je trouve que ces héroïnes sont plus intéressantes que les héroïnes typiques de l'époque. Elles ont de réelles personnalités. En effet, les romans à la mode à l'époque, même écrits par des autrices féminines, se conformaient à certains stéréotypes. A l'inverse, lorsque dans ces romans, on retrouve certains clichés, Jane Austen utilise très clairement le sarcasme pour les mettre à l'épreuve. Par exemple, on a une Emma de Emma, complètement dévouée à son père, qui se conforme donc aux stéréotypes. Et pour ne rien gâcher, elle est orpheline de mère, comme une Émilie Saint-Aubert des Mystères d'Udolphe d'Anne Radcliffe. Le nom Les Mystères d'Udolphe évoquera peut-être quelque chose à celles et ceux qui ont lu Northanger Abbey, de Jane Austen toujours, puisque c'est le roman qui suit Catherine pendant toute la première partie du livre. Et en effet, Austen ne cache pas ses références aux auteurs et autrices de son temps, qu'elle critique éhontément la plupart du temps. Anne Radcliffe était à l'époque très connue pour écrire des romans qu'on appelle gothiques, qui rentrent parfaitement dans les clichés et qui représentent une certaine image de la femme, de ce qu'on attendait d'elle à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que les romans gothiques sont très durs à lire parce qu'ils ne remettent absolument rien en question de ces clichés de la demoiselle en détresse et de la femme potentiellement incapable de prendre des décisions elle-même, quoi. Emma, dont je parlais à l'instant, aurait donc tout de la parfaite héroïne gothique si ce n'était tout le reste de sa personne, parce que justement, elle ne se conforme pas à ses attentes féminines. Elle a de l'ego, elle est maîtresse de sa vie et de ses décisions, ce qui, si vous avez déjà lu un roman gothique, manque cruellement à leurs personnages féminins principaux. C'est même une vraie petite peste au début du roman. Son comportement ou les paroles qu'elle a envers toutes les personnes qu'elle considère comme ses inférieures en témoignent, avec Miss Bates par exemple, ou quand elle parle de Robert Martin. Et dans Northanger Abbey, Catherine rêve d'être une de ces femmes mystérieuses, candides, féminines et même, j'avoue le dire, sexy, que la littérature gothique, reflétant ainsi la société, a érigée comme des modèles. Mais elle va se confronter à une réalité qui, bien que plus heureuse que ses rêves, est trop simple à son goût. Austen se moque ainsi de ses clichés et modèles féminins. Catherine finira par se sentir humiliée quand Mr. Tilney découvrira ses inventions autour de la mort de sa mère et apprendra ainsi à faire la différence entre la fiction et la réalité. Chez Austen, les femmes ne sont pas des demoiselles en détresse et les mères ne sont pas assassinées par leur mari maléfique. Dans certains cas, les femmes peuvent être des personnages vils. On trouve une complexité morale des femmes, jusqu'alors réservée aux personnages masculins dans les romans d'Austen. Les femmes méchantes et mauvaises ne sont pas présentées comme des sorcières, des femmes folles ou influencées par une volonté extérieure à la leur. Elles sont elles-mêmes, pleinement, et n'en sont pas moins de mauvaises personnes. Elles peuvent d'ailleurs être personnages principaux et générer de l'empathie, comme une Lady Susan du roman éponyme. Celle-ci est une mauvaise personne, honnêtement.
une manipulatrice immorale. Elle n'aime pas sa fille et n'apprécie pas ses amis s'ils ne servent pas ses intérêts. Mais elle n'est pas mystifiée pour autant. Il en va de même pour Lucy Steele dans Raison et Sentiment ou les Miss Bertram dans Mansfield Park. Faire des femmes viles des sorcières est un procédé souvent utilisé dans la littérature et encore de nos jours dans la vie courante. En effet, cela résulte d'une vision idéalisée de la femme, qui ne lui rend pas service non plus et qui sous-entendrait que toute femme n'entrant pas dans des critères extrêmement sélectifs, comme être belle, réservée, douce, maternelle et j'en passe, ne serait pas humaine et ne mériterait donc pas d'être traitée comme telle. Mais en général, les héroïnes d'Austen ne sont pas des mauvaises personnes, ce qui ne les empêche pas de sortir des chemins battus pour autant. J'adore personnellement Elizabeth Bennet. Son sarcasme, son fort caractère et son respect pour elle-même en font une personne qu'on ne peut qu'apprécier, voire admirer. Même Fanny Price dans Mansfield Park, qui a été décrite comme chiante, pour être complètement honnête, par beaucoup de personnes, a en réalité un caractère et des valeurs qui la font ressortir. À mon humble avis, son personnage sert surtout à mettre en exergue les défauts de la famille autour d'elle, à qui elle va d'ailleurs beaucoup manquer une fois partie. Bon, je suis partie en diatribe pour défendre Fanny Price, mais c'est pas le propos. On parlait des personnages féminins, et à eux seuls, ce sont des gages d'une vision de la femme en avance sur son temps. De là à qualifier Austen de féministe, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirai pas, cependant, ne serait-ce que pour ne pas mettre dans la bouche ou entre les lignes d'une femme morte depuis 200 ans des idées qui n'existaient pas à son époque. Il existe encore une autre catégorie de femmes dans les romans d'Austen, les idiotes. D'après Wollstonecraft, un progrès pour le statut des femmes dans la société serait rendu possible via une amélioration de leur pouvoir de compréhension rationnelle et de réflexion. C'est-à-dire qu'on devrait mettre à disposition des femmes une meilleure éducation afin de leur permettre de se cultiver l'esprit. L'aspect moraliste des œuvres de Jane Austen, dont nous reparlerons plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc cet aspect moraliste vient notamment de cette croyance. Jane Austen cherche à éduquer les jeunes filles pour les préparer au monde et affiner leur esprit, mais aussi pour leur donner du pouvoir sur leur vie. J'y vois également une volonté de montrer aux hommes ce dont les femmes sont capables pour qu'elles remontent dans leur estime. J'ai mentionné les idiotes plus tôt, et je pense qu'elles montrent la piètre opinion qu'Austen a de certaines femmes. Et la conséquence est qu'Austen ne critique pas beaucoup la société, on a même parfois l'impression qu'elle critique directement les femmes. Mais je ne veux pas tomber dans cet écueil. Austen reste critique du système, qui ne considère les femmes que comme du bétail à marier, et même si elle est parfois dure avec les femmes intellectuellement fainéantes, entre guillemets, elle reste une défenseuse des qualités féminines. Ce point la met plutôt dans la catégorie qu'on appellerait aujourd'hui des féministes libérales, pensant que les femmes sont des êtres rationnels libres de choix qui méritent d'être à égalité des hommes dans la compétition et l'accès à l'éducation. Ce mouvement féministe est opposé, entre autres, au féminisme radical, qui accuse le libéral de se concentrer sur l'individu plutôt que sur la société. Une forme de girlbossing du 19e siècle, en fait. Quand je dis girlbossing, je veux dire que les libérales pensent que c'est aux femmes de faire le plus d'efforts possible pour monter en haut de l'échelle sociale et de réussir leur carrière et, en l'occurrence pour Jane Austen, de s'éduquer elle-même, alors que les radicales pensent plutôt que ce serait à la société de compenser en permettant aux femmes d'envisager plus facilement d'accéder à l'éducation ou de faire autre chose que de se marier, si on se met à l'époque d'Austen, bien sûr. Voilà, c'est ça en quelques mots simples la grande différence entre les essentialistes et les libéralistes dans le féminisme. On a donc conclu, en tout cas j'ai conclu, qu'Austen tend plutôt vers le féminisme libéral si on l'exprime avec nos mots d'aujourd'hui. Mais mis à part ce constat de base, Austen ne croit pas vraiment en d'autres revendications du féminisme libéral du XXe siècle, comme la liberté sexuelle, le droit à l'autonomie, ou en tout cas, elle n'en parle pas dans ses livres. Même si, de par sa propre activité, celle d'auteur, elle est très probablement en faveur du droit des femmes à travailler. Bon, on peut le supposer en tout cas. De manière générale, Jane Austen ne remet pas en cause la situation des femmes dans la société. Ça n'a pas l'air de lui poser problème qu'elles soient définies tout d'abord par leur rôle de mère, d'épouse, de fille et de sœur. Par exemple,
Lorsqu'Elizabeth Bennet, dans Orgueil et Préjugés, affirme que le fait d'être la fille d'un gentleman la place au même niveau que, et donc digne d'épouser Mr. Darcy, c'est une preuve de son état d'esprit. C'est par ses relations masculines directes que s'évalue sa valeur dans la société. Après, vous me direz que c'est la façon dont fonctionnait la société à l'époque, et vous auriez raison, mais c'est exactement ce que j'essaie d'exprimer ici. Austen ne critique pas les fondations patriarcales de la société et de sa classe sociale. De plus, et j'en parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode, elle est souvent qualifiée de moraliste, ce type d'auteurs qui font la morale à leurs lecteurs, une morale bien souvent chrétienne et traditionnaliste. Ainsi, on retrouve dans les 7 romans d'Austen des héroïnes, certes badass, intéressantes, diverses, parfois odieuses, mais surtout des héroïnes mariées à la fin. Le marriage plot était un ressort scénaristique extrêmement populaire à l'époque, et honnêtement, encore aujourd'hui. Je veux dire, vous regardez n'importe quel Disney, en tout cas ceux qui ont plus de 5 ou 6 ans, et il y a toujours un personnage qui finit amoureux ou marié à la fin. Et ce marriage plot, donc cette manière de toujours mettre un mariage, toujours mettre une histoire d'amour dans ses romans, servait pour un certain nombre d'autrices d'excuses à écrire ce qu'elles voulaient. Il n'en reste pas moins que les romances ne sont pas vraiment des parties facultatives des histoires d'Austen, ce qui a été le cas dans d'autres romans d'autrices à l'époque, qui voulaient juste faire leur vie, raconter ce qu'elles voulaient, et on mettait une histoire de mariage parce que il faut bien que les jeunes filles qui vont lire ça soient attirées par le livre, et il faut bien qu'on se dise oh mais non, c'est pas très grave, regarde, elles apprennent les bonnes valeurs de la vie, à trouver un bon mari, etc. Mais derrière, il y a plus dans le livre. C'est ça que je veux dire par le marriage plot en tant qu'excuse. Mais du coup, la plupart du temps dans les romans d'Austen, c'est autour de la romance que s'organise le récit. Les femmes n'ont-elles pour seul objectif que de se marier dans les romans d'Austen ? Le sujet du mariage dans les romans d'Austen devrait remplir un épisode entier, et il va probablement le faire, voilà, à l'avenir. Mais malgré toutes les nuances que je pourrais apporter, j'en suis persuadée. Pour Austen, le mariage, le bon mariage, celui entre être cher et du même milieu social, est l'avènement d'une vie, et surtout de la vie des femmes. Et cette vision de la vie des femmes découle d'un des plus gros problèmes que j'ai avec le fait que les œuvres d'Austen puissent être définies comme féministes. C'est que je trouve qu'elle a une vision extrêmement essentialiste des femmes. Je cite Persuasion de Jane Austen. C'est Anne, le personnage principal, qui parle. Nous, les femmes, ne vous oublions certainement pas aussi vite que vous nous oubliez. Nous n'y pouvons rien, nous sommes ainsi faites. Ou encore, vos sentiments, ceux des hommes, sont les plus forts, mais les nôtres sont les plus tendres. Voilà, c'est ça l'essentialisme en gros. Car cet extrait est parlant, je trouve. Reflétant l'opinion de l'époque, et même de beaucoup encore aujourd'hui, Austen définit 2 catégories immuables et essentiellement différentes, les hommes et les femmes. Cette vision, complètement à l'opposé de la mienne et des féministes du XXIe siècle en général, me heurte dans ma vision de l'humanité. Je ne sais pas pour vous, et vous pensez ce que vous voulez, mais je n'aime pas à penser que je suis fondamentalement différente de mes homologues du genre opposé, et que mes chromosomes ou que mon sexe puissent influer sur la façon que j'ai de me comporter, de ressentir ou de regarder le monde. Aujourd'hui, on s'accorde à penser que ce qui définit vraiment le genre d'une personne, c'est la sociabilisation. Mais à l'époque d'Austen, la grande différence de traitement, d'éducation et de modèles offerts pouvait expliquer la divergence de tempérament entre les hommes et les femmes. Mon problème avec l'essentialisation de la femme est déjà qu'elle est très excluante. Essentialiser la femme sous-entendrait que les femmes trans ne seraient pas des femmes, et que les femmes qui ne se soumettent pas aux critères, être calme, avoir de fortes émotions, aimer faire du tricot et la cuisine, que sais-je encore, n'en seraient pas non plus. Bien sûr, je ne critique pas Austen pour avoir eu ses opinions à l'époque. Il serait complètement anachronique de s'attendre à ce qu'une autrice qui a vécu il y a 2 siècles ait des réflexions sur des sujets aussi peu discutés à l'époque. Mais cela me pousse à ne pas vouloir désigner Jane Austen comme autrice féministe. Bon, en conclusion, c'est compliqué. Austen est une femme de son époque, malgré ses histoires en avance sur son temps. Elle critique les traditionalistes
tout en étant une elle-même. Elle fait partie d'une classe privilégiée qui n'a pas à se questionner sur beaucoup de sujets. Mais elle fait preuve tout de même d'esprit critique sur un certain nombre d'entre eux. On pense avec son temps. Notre pensée se forme en réaction à celle des autres et aux connaissances contemporaines. Mais Jane Austen fait preuve d'un remarquable esprit critique compte tenu des conditions dans lesquelles elle vivait. Elle critique l'institution du mariage tel qu'il est pratiqué à son époque. Le bonheur de femme est très important pour Austen, même si elle ne pense pas que celle-ci ait besoin d'indépendance ou des mêmes droits que les hommes, parce qu'elles sont fondamentalement différentes. Mais Austen veut réellement une place plus importante pour les femmes dans la société, qu'elles puissent exprimer leurs opinions, que les hommes les traitent avec respect et attention. Jane Austen ne veut pas renverser l'ordre social. Elle veut que les femmes aient une vraie place dans le monde, qu'elles aient un accès à une forme d'éducation. Voilà, c'était ma contribution au débat de savoir si Jane Austen était féministe. J'ai essayé de faire de mon mieux dans ce premier épisode d'une, je l'espère, longue liste, mais je vous demande tout de même de l'indulgence. Je n'ai jamais de ma vie écrit ou enregistré quoi que ce soit de ce genre, et j'espère que ça vous a plu. Je pense que toutes les personnes qui vont entendre ce podcast me connaissent dans la vraie vie, mais j'ai créé un Instagram de ce podcast, du Jane Austen, donc n'hésitez pas à me suivre. Et je mettrai tout ça dans la description, etc. Et n'hésitez pas aussi à lancer des débats, à me dire si vous n'êtes pas d'accord, dans le respect de ma personne et de mes opinions, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît, à me donner des sujets d'épisodes à faire dans le futur. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Et merci à tous mes amis qui ont relu cet épisode, qui m'ont donné leur avis. Merci à Max, merci à Agathe et merci à Ilona. Et merci à Lucie de m'avoir introduit à Jane Austen il y a 3 ans de cela. Je vous embrasse très fort et à bientôt.